Plongez dans le milieu du bois et des forêts avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. On connaît surtout le département de l'Aube pour ses lacs et son champagne, moins pour sa forêt et ses bois. Pourtant, le département Aubois concentre de belles richesses en matière forestière. On y trouve un parc naturel régional qui inclut en son sein un massif forestier, la forêt d'Orient. Elle n'est certes pas gigantesque au regard d'autres massifs forestiers français, mais elle est riche de diversité d'espèces et de corps de métier. C'est ce dont nous allons vous parler avec les forestiers interrogés tout au long des 8 épisodes qui constituent cette série de podcasts consacrée au parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Pour ce premier numéro, je serai en compagnie de Christian de Normandie, président de la commission forêt, et de Bruno Fauvel, président du conseil scientifique du parc. Avant d'aller plus loin, il me faut vous la présenter. La Forêt d'Orient est située à 30 km à l'est de Troyes, dans le département de l'Aube et la région Grand Est, au cœur du parc naturel régional qui porte son nom. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient est né en 1970. Il constitue l'un des 6 parcs naturels régionaux du Grand Est. Il est situé au cœur de la Champagne, au travers de laquelle on recense 4 entités naturelles, la Champagne crayeuse, la Champagne humide, le Barrois et la plaine du Briennois. C'est la richesse de tous ces milieux naturels qui confère au parc de la Forêt d'Orient et à sa forêt une variété de paysages, de sous-unités environnementales et territoriales. Une richesse qui influe aussi sur sa gestion et son exploitation, que j'évoquerai avec les différents acteurs de la forêt dans les épisodes suivants de ce podcast. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient s'étend sur 58 communes et 82 000 hectares. Il englobe 3 lacs d'une superficie totale de 5 000 hectares. Pour sa part, la forêt s'étend sur plus de 22 000 hectares, majoritairement concentrés en Champagne humide. La forêt d'Orient est plutôt une forêt vallonnée. D'abord, si les lacs se sont faits, c'est aussi parce qu'il y avait un peu de vallon pour éviter de l'entourer complètement de digues. Christian de Normandie, maire de Pinay, président de la commission agriculture et forêt du parc naturel régional de la Forêt d'Orient et agriculteur, enfin tout jeune retraité de l'agriculture. C'est plutôt une forêt assez dense, plutôt à base de chênes essentiellement, de hêtres, qui sont quand même la forêt d'origine. Aujourd'hui, on travaille avec des plantations, donc on retrouve des épicéas d'autres espèces, mais c'est quand même essentiellement du feuillu. La richesse, c'est déjà la qualité quand même des arbres qu'on y trouvait, et qu'on y trouve encore. Sur le lac d'Orient, il y a même un endroit où on voit encore les arbres qui n'ont pas été coupés. Donc pour dire qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes problèmes de ressources forestières et qu'on était prêt à gaspiller du bois pour inonder et faire une retenue d'eau. On voit les grues venir sur les lacs, alors qu'autrefois, on n'avait pas beaucoup moins ces espèces-là. Par contre, on avait une multitude de canards qui se reproduisaient en partie sur notre territoire ou qui revenaient en migration. Vous pouvez aller sur les lacs, vous allez constater qu'il y a des canards, mais c'est pas du tout les mêmes espèces que ce qu'on avait autrefois. Notamment au niveau des sarcelles. Autrefois, on avait beaucoup de sarcelles. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. On a la chance d'avoir beaucoup de chemins, donc beaucoup de randonnées à faire. Et quand on aime la nature, c'est en se promenant à pied, éventuellement en VTT, parce qu'on ne fait pas trop de bruit. Mais c'est là qu'on participe beaucoup plus avec la nature et qu'on constate la biodiversité qui existe sur notre territoire. Il y a ceux qui vivent de l'économie du bois et donc qui forcément parcourent la forêt. Mais il y a aussi vraiment un tourisme rural, enfin naturel qui se fait, j'allais dire, des gens qui viennent pour découvrir la nature. Il y a 2 types de touristes. Il y a ceux qui vont sur le Bordeaux à Dienville, ou Mény-Saint-Père ou Géraudot, ou même Lusigny maintenant, puisqu'il y a une plage à Lusigny.
Et puis, il y a ceux qui viennent à la maison du parc, et c'est pour ça qu'on s'est battu, nous, commune de Pinay, pour garder la maison du parc sur notre territoire, parce que c'est pas les mêmes touristes, même si parfois, les gens qui viennent à la maison du parc vont aller passer une journée au bord d'eau, mais une journée, ça leur suffira, ils préféreront pas communier avec la nature. Alors que l'inverse, c'est moins vrai. Il y a des gens qui sont capables de passer 8 jours sur le bord d'eau et qui viendront jamais se promener en forêt ou ramasser des champignons ou découvrir la nature. C'est sûr que c'est un ensemble, mais la chasse, la cueillette, enfin un certain nombre de choses, même les pratiques sportives, c'est parce qu'on a une biodiversité qui est très intéressante et qui permettent d'avoir du gibier et des champignons. Il faut bien avoir en tête que la forêt, c'est une vraie économie et une vraie ressource pour le territoire, mais c'est la gestion globale de la forêt qui permet une belle biodiversité et derrière qui nous permet d'avoir plein d'activités. Je veux dire, il y aurait une biodiversité très réduite. Je pense qu'elle attirerait beaucoup moins les foules et on aurait moins d'activités. Hein. On cultive la forêt, j'aime ce mot en tant que paysan. C'est-à-dire qu'on la gère, on l'exploite. J'aime voir la forêt évoluer. On prélève quelques arbres, on en voit d'autres qui prennent la place. Et pour moi, c'est un cycle. Les propriétaires ont pris conscience qu'ils avaient un patrimoine dans les mains et aujourd'hui, ils l'exploitent beaucoup plus. Les meilleurs défenseurs, ce sont ceux qui sont propriétaires ou gestionnaires de la forêt, puisqu'ils l'exploitent dans le sens noble du terme. Un exploitant, qui soit agricole ou forestier, c'est dans le but de pouvoir en vivre et puis d'avoir une suite chaque année ou tous les 10 ans. Il faut apprendre à partager la nature, hein, quelle qu'elle soit, mais en tenant compte qu'il y a des propriétés privées ou domaniales, mais ça reste des propriétés, c'est pas vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, quand on laisse faire et vous faites ce que vous voulez, on trouve des détritus, on trouve beaucoup de choses qu'on ne souhaiterait pas trouver. Ce que vient de nous expliquer Christian de Normandie, c'est que les forêts du parc de la Forêt d'Orient sont gérées de façon multifonctionnelle. C'est-à-dire que la gestion qui est menée par les forestiers valorise à la fois les fonctions économiques, environnementales et sociales des forêts et participe à l'aménagement du territoire. Les forêts gérées ainsi offrent des services précieux, comme les services écologiques, où les écosystèmes forestiers sont des réservoirs de biodiversité qui stockent le carbone et atténuent les effets du changement climatique. Un service de protection contre les risques naturels, grâce auquel les forêts limitent les crues. Un service économique, parce que le bois est au cœur de l'économie du parc, qu'il fournit bon nombre de produits de charpente, de menuiserie, d'énergie. Et enfin, un service sociétal, car ces belles forêts sont des espaces de ressourcement et de loisirs. On y chasse, s'y promène, y pratique le sport ou encore la cueillette de champignons ou de muguets. Toutes les actions que mènent les forestiers au quotidien sont une musique qui n'est pas toujours facile à jouer. Cette mélodie constitue toutefois le fondement de la gestion durable des forêts au service des habitants comme des visiteurs du parc. Dans ce podcast, je parlerai avec ceux que je rencontrerai. Ensemble, nous utiliserons aussi d'autres termes pour en définir les échelles géographiques. Les forêts du parc se structurent en plusieurs massifs. C'est le cas de celui de la Forêt d'Orient, qui rassemble la Forêt du Grand Orient, la Forêt du Petit Orient et la Forêt du Temple, ou encore le massif des Babois. Ces forêts peuvent être elles-mêmes divisées en plusieurs propriétés, publiques ou privées. Les forêts représentent près de 17 millions d'hectares en France. Un peu plus de 12 millions appartiennent à des propriétaires privés, un peu moins de 4,5 millions sont à l'État. Le reste est la propriété des communes forestières ou d'établissements publics, comme le Conservatoire du Littoral, Seine-Grand Lac ou Andra, présents sur le département. À l'intérieur de ces propriétés, on divise encore la forêt en parcelles. Ces parcelles arborent divers peuplements. La division de ces propriétés en parcelles permet d'appliquer une gestion durable des forêts en les différenciant géographiquement. Sur le parc, la majorité des forêts appartient à des propriétaires privés à hauteur de 70%. Le reste, les forêts domaniales et communales, représentent un tiers de ces territoires. Le chêne est l'essence que l'on observe le plus sur le parc. Il est réputé pour son bois de qualité. Les chênaies purs représentent 42% de la surface forestière du parc, après les feuillus mélangés qui s'étendent sur 45% des espaces boisés. La présence de résineux est infime, avec seulement 5% de mélange de feuillus résineux et 1% de résineux purs.
La qualité du bois est bien sûr une des références pour ce massif de forêt. Bruno Fauvel, président du conseil scientifique du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Il est clair que la forêt est dominée par les chênes, un peu de hêtre sur certains endroits, et puis quelques bouleaux, trembles et merisiers. Donc ça, ce sont des espèces relativement visibles. Il y a ce qui est un peu moins facile à voir, ce sont les oiseaux. En tout cas, les oiseaux forestiers ne sont pas toujours évidents à voir. Dans le massif forestier, on a à peu près entre 50 et 60 oiseaux qui peuvent nicher, sachant que le cycle des oiseaux est beaucoup plus complexe. Il peut être nicheur, migrateur, de passage. Et puis, nous avons une partie qui est là aussi relativement visible, donc c'est les mammifères. Mais dans les mammifères, il y a ceux que l'on voit facilement, donc comme les cerfs, les sangliers, les chevreuils. Mais il y en a d'autres, comme les musaraignes, comme les chauves-souris, qui sont plutôt invisibles, mais qui sont bien présents et qui caractérisent très bien la forêt. Et peut-être plus particulièrement que les cerfs et les chevreuils. Et puis il y a toute une partie pratiquement invisible, c'est difficile à appréhender. Difficile à appréhender, c'est la végétation classique, les mousses, les lichens. Et ce qui est difficile à voir, donc vraiment invisible, c'est tout ce qui est microscopique. Il y a tous les insectes plus ou moins gros, mais il y a aussi toute la partie qui fait moins d'1 millimètre de large. Et là, vous avez des milliers d'espèces qui se promènent dans la forêt sans savoir même qu'ils existent. Sur les mêmes terrains approximatifs les mêmes, il peut y avoir des mêmes cortèges animaux et végétaux. C'est essentiellement dû au sol de la région, donc aux conditions de la région, et qui permettent le développement des chênaies. Et donc dans tous les endroits où on peut trouver de belles chênaies comme ça, on peut trouver un cortège relativement similaire. Mais on est plus sur un cortège humide, nous, avec une chênaie qui pousse dans des terrains beaucoup plus humides qu'ailleurs peut-être, ce qui fait qu'on a quelques espèces complémentaires et spécialisées. Au fil des siècles et des décennies derniers, la forêt a régressé en surface. On l'a amputée de beaucoup de surface, notamment parce qu'on a créé, dans le Moyen-Âge, on a ouvert la forêt pour en faire des fermes. Il y en a encore des traces actuellement de certains endroits. Et puis, la forêt n'est pas un monolithe. La forêt, c'est divers et varié. Le stade le plus riche en biodiversité sont les vieilles parcelles de forêt. Et là, les vieilles parcelles de forêt sont devenues relativement rares dans le massif. Le massif est encore grand, mais les vieilles parcelles de forêt où la diversité est optimale sont relativement plus rares. Elle peut être menacée si on ne prend pas de mesures ou si on ne sensibilise pas les gestionnaires en particulier, notamment si on ne préserve pas suffisamment les grands et vieux arbres, les arbres morts et toutes les vieilles parcelles qui peuvent subsister, ou là où la diversité est optimale. Toutes les essences d'arbres n'ont pas un débouché, malheureusement. C'est pour ça que l'économie s'est surtout centrée sur les chênes, un peu le hêtre, un peu les tilleuls, mais le reste des essences, on les traite plutôt en bois d'industrie ou en bois de chauffage, alors qu'il y a 2 siècles, on les traitait différemment, y compris les charmes, on les utilisait pour faire des manches, des sabots, que maintenant c'est un usage totalement désuet. Ce sont les chênes qui écrasent tout dans l'économie. Il peut y avoir d'autres essences qui produisent des revenus, mais relativement faibles. Je dirais que les tilleuls peuvent être une ressource de revenus relativement intéressante. Elle l'est parfois. Il y a les arbres fruitiers qui peuvent être aussi une valeur intéressante. Mais c'est des marchés qu'on appelle plutôt de niche et qui répondent à des demandes particulières à un temps donné, précis. Et c'est en général pas notre système actuel d'économie n'est pas basé sur un volume de niche, c'est plutôt basé sur un volume global, massif. Et donc les chênes sont l'essence dominante en économie. Il y a toute une notion, ce qu'on appelle écosystémique, qui n'est pas chiffrable, et je dirais que c'est pas plus mal, parce que si on commence à mettre des chiffres sur une valeur intellectuelle de quelque chose, ça devient un peu compliqué. Mais néanmoins, on devrait se poser au moins la question, notamment quand on a des dommages, et quand on veut faire évoluer la gestion. Un arbre mort n'a pas de valeur économique, mais a une valeur biologique gigantesque. Un gros arbre peut avoir une valeur économique, mais en plus une valeur écologique, une valeur largement supérieure à sa valeur économique. Les essences feuillues qui sont présentes ici sont d'origine naturelle. Ils sont là depuis le retour de la fin de la glaciation, en gros depuis 7-8 000 ans. Leur densité, par contre, est totalement artificielle. C'est-à-dire que les chênaies quasiment pures que l'on peut avoir dans certains endroits, elles n'étaient pas pures si la forêt aurait évolué naturellement. Et c'est un effet de la gestion des siècles passés qui a donné la préférence aux chênes. Encore une fois, on revient au facteur économique. Par contre, les essences résineuses sont des essences qui n'étaient pas présentes naturellement. Donc c'est des introductions des 50 dernières années ou 60 dernières années, même un peu plus loin pour certaines.
On l'a fait uniquement sur un rapport économique de court terme pour qu'un être humain qui plante un arbre puisse récolter le fruit de sa plantation. Et si un homme qui plante un arbre veut pouvoir le couper et l'exploiter dans 40-50 ans avant que lui-même disparaisse, eh bien, il faut des espèces à croissance rapide, et les résineux étaient des espèces à croissance rapide, qui permettaient notamment des produits de charpente, des produits manufacturiers, qui permettaient de faire des petites menuiseries, des choses comme ça, des solivages, et qui étaient faciles à utiliser dans l'industrie, parce que ce sont des arbres qui poussent droit. Alors que nos feuillus ont une tendance un peu à se tortiller un petit peu, et sur des grandes longueurs, c'est toujours un problème. La forêt se régénère naturellement toute seule. Un gland tombe, un chêne germera, il pourra peut-être se développer et arriver à l'âge adulte. Ça dépendra de si les sangliers le laissent vivre, les chevreuils ne le mangent pas, etc., etc. Ou le mulot le croque. L'équilibre en nature, ça n'existe pas. C'est une notion qui lui est interdite. C'est toujours un conflit entre des espèces. Si on se porte à l'échelle des 40-50 ans, et notamment dans ce moment présent où le climat change à une vitesse que personne ne peut prévoir, ni l'ampleur, on ne sait pas si l'essence qu'on plante aujourd'hui, on pourra la récupérer en tant qu'arbre dans 40 ans ou dans 50 ans. On est plutôt aujourd'hui sur une gestion de court terme. Alors le court terme pour un forestier, c'est 60 ans, 70 ans. Le long terme, c'est 2 siècles. La gestion forestière aujourd'hui, elle ressemble plus à un modèle agricole. La grosse différence, c'est qu'un agriculteur qui se trompe une année, il peut changer sa culture l'année suivante. Un forestier qui se trompe une année, il engage la forêt pour 50, 60, 70 ans. Maintenant qu'avec Christian de Normandie et Bruno Fauvel, nous vous avons présenté un peu les forêts du parc naturel régional de la Forêt d'Orient, nous allons pouvoir vous en conter l'histoire. En forêt, il n'y a ni départ ni arrivée. La gestion de la forêt est un continuum où intervient une grande variété d'acteurs. Vous les rencontrerez au fil des épisodes de ce podcast. Toutes les richesses des forêts du parc sont l'héritage d'un passé forestier éblouissant. Nous vous raconterons, avec les prochains invités, ses digues templières, ses lacs et ses carrières. Du Moyen-Âge à aujourd'hui, la forêt d'Orient a subi beaucoup de bouleversements. Vous les connaîtrez en écoutant le prochain épisode. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.